un corps, un fermoir de perles brisées et une ombre sur le palier. Bienvenue dans Détective Eternos, je suis votre hôte Aloïs. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette émission. Vos commentaires donnent vie à ce mystère, je les lis tous. Commençons. C'était le genre d'après-midi que Sainte Mildred appréciait depuis longtemps. Le soleil chaud qui chatoyait les haies, le tintement des petites cuillères contre les tasses en porcelaine et le murmure des commérages qui ne parvenaient pas plus loin que les rosiers soigneusement taillés qui bordaient le jardin du presbytère. Le thé annuel de la Pentecôte était, selon une tradition ancienne, un lieu à la fois banal et sacré, propice aux tartes à la confiture, aux bavardages ecclésiastiques et à la rivalité autour des gâteaux éponges, juste assez pour empêcher les dames du village de s'endormir. Mademoiselle Jane Marple, confortablement installée à l'ombre d'un citise, tricotait un objet pratique en laine grise. L'épouse du pasteur, Madame Leadbetter, allait et venait avec l'air de quelqu'un qui dirigeait une flotte navale plutôt qu'une garden party. Le révérend Leadbetter lui-même venait d'offrir une troisième tournée de gâteaux au colonel Westcott, qui avait poliment décliné, mais en avait quand même pris un. Le vieux presbytère en pierre se dressait au-delà du jardin, serein et modeste, le lierre s'accrochant à sa façade avec une insistance digne. C'est au pied de son escalier central, tapissé d'un rouge usé par le temps, que quelque chose de totalement indigne allait se produire. Mais pour l'instant, on ne parlait que de bavardage. « Oh, je crois bien que la fille de Madame Harcourt s'est mise à porter du rouge à lèvres », chuchota mademoiselle Pierce, une vieille fille d'âge indéterminé et d'une constante vigilance morale. Rouge comme une baie sacrée. Je suis sûr que ce n'est pas approprié pour une chapelle. « Elle est jeune, » dit madame Bantry, sans embâge. « Ils essaient ces choses-là. Je me souviens de l'époque où je portais du col égyptien. C'était assez dramatique. Mon père a failli s'évanouir. » Mademoiselle Marple sourit faiblement, ses aiguilles cliquetant. Un cri brise le silence. Il ne provenait pas du jardin, mais de l'intérieur de la maison, un son aigu et aigu qui semblait tourbillonner dans l'air et se dissiper dans les fenêtres de l'escalier comme de la fumée. Des tasses sont posées au milieu. Le colonel Westcott faillit laisser tomber sa soucoupe. Madame Leadbetter se figea, oubliant la tarte à la confiture qu'elle tenait à la main. Puis, le silence. Miss Marple fut la première à se lever. Ni brusquement, ni avec effroi, mais avec une sorte de certitude tranquille. Elle posa délicatement son tricot sur la chaise à côté d'elle, épousseta les miettes invisibles de sa jupe et franchit le portail du jardin pour entrer dans le presbytère. D'autres suivirent. Au pied de l'escalier, la jeune Lilibelle, la servante, à peine 17 ans, plus connue pour ses rêveries que pour son efficacité, se tenait tremblante, la main sur la bouche. Ses yeux étaient écarquillés, son visage blême, et, affalé sur la marche recouverte de moquettes rouges, là où l'escalier effectuait son unique virage serré, gisait un homme. Il était recroquevillé, maladroitement, un pied replié sous lui, l'arrière de la tête appuyé contre le montant du fuseau. Une chaussure noire avait glissé à mi-talon. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette posture, quelque chose qui évoquait, non pas un faux pas, mais une vie brusquement interrompue. C'était M. Horace Denning. Avocat retraité de son cabinet de Bournemouth, Denning s'était installé à Saintes. Mildred's quelques mois auparavant. Grand et anguleux, appréciant le tweed et dédaignant la compagnie, il était présent à la garden party 5 minutes seulement avant de s'éclipser pour aller chercher une lettre, du moins c'est ce qu'il avait dit à Madame Leadbetter. Il était maintenant parfaitement immobile, mortellement immobile. « Ô Seigneur !» murmura le colonel Westcott en s'agenouillant et en vérifiant son pouls. « Il est parti, complètement parti. » Lily éclata en sanglots. Madame Leadbetter écarta la jeune fille, tandis que d'autres commençaient à se presser dans l'étroit couloir. Le révérend Leadbetter
pâlit sous son teint rougeau. « Il faut appeler le docteur Sutcliffe immédiatement. » Et l'agent de police. Miss Marple se pencha, scrutant non pas le corps, mais le sol près des premières marches. Elle ne toucha rien qu'elle n'ait jamais touché. Débuté. Son regard s'attarda quelques instants sur les fibres de laine rouge accrochées à la plinthe et sur une légère éraflure boueuse juste sous la rampe. Personne ne le remarqua. Elle se releva, sereine comme toujours. « Quelle terrible chute !» murmura Madame Bantry derrière elle en se tamponnant les joues. « Le pauvre homme! Croyez-vous qu'il ait simplement trébuché ?»« Je me le demande, » dit doucement Miss Marple. « On ne tombe généralement pas à la renverse en descendant un escalier. » Madame Bantry cligna des yeux. « Ah bon? En avant? Oui. Mais en arrière? » Miss Marple pencha la tête. À moins que quelque chose ou quelqu'un l'ait fait se retourner. Mais c'était un accident, n'est-ce pas? Peut-être, dit doucement Miss Marple. Mais j'aimerais savoir pourquoi un homme qui détestait les sucreries est entré dans la maison avec un biscuit au sucre dans sa poche. Le médecin est arrivé dans l'heure, l'air sombre. Il a confirmé ce que Miss Marple soupçonnait déjà, que Horace Denning n'était pas seulement tombé. Elle était morte d'un coup porté à l'arrière de la tête avec un objet lourd et contondant. Il n'y avait pas eu de lutte. Aucun signe d'effraction. Un meurtre donc, dans le presbytère, en plein jour, et tandis que le gendarme fouillait dans son carnet et que les villageois chuchotaient et spéculaient, Miss Marple reprit place sous le citise et reprit son tricot. Son expression était douce, son ton serein, mais dans ses yeux brillait une étincelle de clarté familière et troublante. Elle avait déjà vu de telles choses. La nature humaine ne change pas avec le contexte ou les circonstances. La question était simple. Qui avait bien pu enfoncer l'escalier? Le lendemain matin, le village de St. Mildred s'éveilla avec une excitation sourde et une vague appréhension. Le soleil, si vif la veille, brillait maintenant pâle et incertain derrière des traînées de nuages. Des moineaux voltaient nerveusement entre les haies, et même le laitier, toujours prompt à siffler pendant sa tournée, le fit ce jour-là, avec une hésitation marquée, comme s'il ne voulait pas briser le calme inquiétant du village. À 9h30, la nouvelle avait atteint tous les recoins du village. Horace Denning est mort. Pas simplement mort, remarquez, mais assassiné. Le mot lui-même provoque un frisson particulier dans les salons comme dans les bureaux de poste, passant d'un murmure taquin à l'autre comme une broderie chérie. Au bureau de poste de High Street, Madame Wetherby baissa ses lunettes et marmonna sombrement que des étrangers sèment le trouble. Chez le boucher, on entendit le vieux M. Pratt dire à un client que M. Denning avait toujours eu l'air d'un homme qui avait des secrets et qui n'achetait jamais de tripes pour commencer, et cela en disait long. Et au salon de thé, The Lavender Spoon, 4 dames assises près de la fenêtre se relayèrent pour baisser la voix et écarquiller les yeux. « Il est frappé par derrière, vous avez entendu ?» murmura Mademoiselle Beale, qui en savait toujours plus qu'elle ne le devrait. Le docteur le dit sans détour, rien de naturel. « Juste là, dans l'escalier », ajouta Madame Cartwright en beurrant son scone avec plus d'agressivité que d'habitude. Un coup à l'arrière de la tête, le pauvre homme, et juste après le thé. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui, dit Mademoiselle Pierce, en pliant sa serviette avec beaucoup de soin. « Tu ne trouves pas ça, Daphné ?»« Moi si, » répondit Daphné Cole. C'était le genre d'homme qui remarque les choses puis s'en souvient, tu sais. Un trait horrible chez un homme. Troublant. « Et cette Lily-Bell n'arrêtait-elle pas de crier terriblement ?» dit Mademoiselle Beale. « Certains disent qu'elle l'a trouvée allongée là. D'autres disent qu'elle a entendu le coup. Tout dépend à qui on pose la question. Personne, bien sûr, n'avait pensé à demander à Lily elle-même. Elle s'était couchée sur l'insistance de Madame Leadbetter et avait été soignée par une voisine de la Guilde des femmes qui avait autrefois obtenu un certificat de premier secours. Pendant ce temps, le presbytère avait été bouclé de ficelles et de pancartes polies par l'agent Birch, un homme corpulent et solennel,
dont l'habitude d'ôter son casque dès qu'il était perplexe, l'avait déjà exposé à un léger coup de soleil. Il avait passé la matinée à tenter d'interroger les personnes présentes au thé, à commencer par le vicaire et sa femme. Mademoiselle Marple, en revanche, n'avait pas été interrogée, pas officiellement. Elle était assise ce matin-là dans son petit salon soigné, sirotant son thé et jetant de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre où les hortensias commençaient à fleurir pour de bon. Son tricot était posé à côté d'elle, intact. Elle revenait de sa promenade matinale, prise plus tôt que d'habitude, et était passée, tout à fait par hasard, sur la place du village, où elle avait échangé quelques plaisanteries avec Madame Larche, la veuve du jardinier, qui affirmait avoir vu M. Denning discuter avec animation avec le colonel Westcott quelques soirs auparavant. « Discutant, à mon avis, » dit-elle avec délectation. « Quelque chose à propos d'un colis, ou d'une promesse. Je n'ai pas réussi à saisir. Je ne m'attarde jamais. Ce ne serait pas convenable. » Miss Marple hocha la tête, la remercia et poursuivit. Elle ne s'attarda pas non plus, mais elle écouta très attentivement. De retour dans son salon, elle fut bientôt rejointe par une visiteuse attendue. Madame Bantry arrive à 10 heures précises, son chapeau légèrement de travers, l'air étrangement inquiet et intéressé. Elle retira ses gants d'un geste lent et posé et accepta une tasse de thé avec gratitude. « Bien, Jane, » dit-elle après une gorgée. « Le village est complètement hors de lui. J'ose dire que nous n'avons pas connu une telle effervescence depuis la disparition de la bicyclette du curé retrouvée dans le lac. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Oui, mais je crains que cette affaire ne soit bien plus grave. »« Un meurtre ?» dit Madame Bantry avec une pointe d'horreur théâtrale. « Au presbytère, on dirait un roman affreux qu'Arthur lit après le dîner, sauf que cette fois, c'est notre pauvre Horace. »« Pauvre, vraiment, » dit Miss Marple. « Mais je crois que M. Denning s'est fait quelques ennemis pendant son séjour ici. » Madame Bantry se pencha en avant. « Oh, vous l'avez remarqué aussi, n'est-ce pas ?» Miss Marple posa sa tasse. Ce n'était pas un homme qui se laissait facilement aimer. Pas impoli, simplement incisif. Il observait les gens, posait des questions, souvent les mauvaises. « Pensez-vous qu'il ait découvert quelque chose ?»« Je pense, » dit Miss Marple, le regard lointain, que quelqu'un craignait qu'il ne le découvre. Madame Bantry hocha lentement la tête, les doigts serrés autour de sa tasse de thé. Ça aurait pu être n'importe qui, en fait. Cette femme de chambre, Lily-Bell, est terriblement nerveuse. Mais il y a aussi le colonel Westcott. Il a toujours semblé assez amical, mais son caractère n'est pas un secret. Et puis, il y a M. Allerton. Miss Marple haussa un sourcil. « Oh, vous l'ignoriez. Il logeait dans la chambre d'amis du presbytère. Arrivé la veille au soir. Le cousin de M. Denning, du moins c'est ce qu'il dit. Genre discret. Mais il n'est pas sorti pendant tout le thé. Il a dit qu'il avait mal à la tête. » Miss Marple croisa les mains. « Curieux. Je me demande ce qui a motivé sa visite. On dit qu'il est venu pour un héritage. Horace ne s'est jamais marié, vous savez, pas d'enfant. » Mais le cousin affirme qu'ils étaient très proches en grandissant. Miss Marple ne répondit pas immédiatement, puis elle se leva et alla à la fenêtre, contemplant le chemin où passait tranquillement la charrette d'un facteur. « On revient souvent dans les petits villages, » dit-elle doucement, non pas pour chercher du réconfort, mais pour défaire quelque chose, ou le récupérer. L'horloge sur la cheminée sonna la demi-heure. Madame Bantry se leva. « Vous surveillerez la situation, n'est-ce pas, Jane ?»« Oh, oui !» dit Miss Marple en se retournant avec douceur. « Je le fais toujours. » Dehors, une brise agitait la haie. Quelque part, un chien aboya. Au loin, la cloche de l'église sonna une fois, solennelle et creuse. Le presbytère se dressait au centre du village, silencieux comme une crypte, et le tournant de son escalier était désormais un lieu de peur murmurée. En moins de 24 heures, le deuxième événement le plus curieux du village allait se produire. Quelqu'un allait disparaître.
Il était un peu plus de midi lorsque l'agent Birch convoqua sa première réunion de village. Autrement dit, ce n'était pas une assemblée officielle, mais un rassemblement discret de personnes concernées sur la pelouse du presbytère où l'agent se tenait dans son uniforme mal ajusté, un presse-papiers à la main, les sourcils froncés. Le ciel s'était alourdi, les nuages se déplaçaient en lente procession sur les toits d'ardoise, et une légère odeur de terre humide flottait dans la brise, comme si la pluie se préparait juste après l'après-midi. Mademoiselle Marple, assise silencieusement sur le banc d'osier le plus éloigné, sous le surplomb d'un treillis de rosiers, ne parlait pas à moins qu'on ne lui adresse la parole. Elle préférait observer ces moments de tension collective se révéler d'une manière inimaginable. Le vicaire, le révérend Leadbetter, troublé mais déterminé à se rendre utile, se tenait à côté de l'agent, le front froncé et un mouchoir humide. Madame Leadbetter resta à l'intérieur, s'occupant de Lily-Bell, qui n'était toujours pas sortie de sa chambre depuis la découverte du corps de M. Denning. Plusieurs villageois se sont rassemblés sur la pelouse verte. Le colonel Westcott, vêtu de sa vieille veste militaire, les bras croisés sur la poitrine, Mademoiselle Pierce et Mademoiselle Beale chuchotaient entre leurs doigts gantés, tandis que M. Allerton, le cousin supposé de M. Denning, se tenait légèrement à l'écart, les bras croisés, le visage pâle. L'agent Birch s'éclaircit la gorge d'une manière qui suggérerait à la fois autorité et délicatesse. « Très bien, commença-t-il. Comme la plupart d'entre vous le savent, le malheureux incident survenu hier au presbytère est désormais confirmé comme étant un acte criminel. Le docteur Sutcliffe a conclu que M. Denning était mort d'un seul coup délibéré au crâne. L'objet n'a pas encore été retrouvé. » Un murmure s'éleva de la foule. Mademoiselle Beale fait un petit signe de tête. Birch poursuivit. « Je suis donc tenu de parler à chaque personne présente au thé du jardin, ainsi qu'à toute personne ayant été en contact avec le défunt au cours des 24 heures précédentes. Cela inclut le personnel de maison, les visiteurs de la famille et les visiteurs de la famille ?» Le colonel Westcott l'interrompit. « Vous voulez dire l'homme qui logeait à l'étage ? Ce cousin ?» Tous les regards se tournèrent vers M. Allerton, qui se déplaça légèrement, bien que son expression restât indéchiffrable. « Oui, » dit Birch en hochant la tête une fois. M. Allerton a eu la gentillesse de rester disponible pour un interrogatoire, arrivé la veille de l'incident. Il logeait dans la chambre d'amis. Il a déclaré se reposer d'une migraine et n'avoir pas quitté sa chambre pendant la fête. Il y eut un silence. Les aiguilles attricotées de Miss Marple restèrent immobiles sur ses genoux. Le colonel Westcott émit un grognement. « Pratique, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vu. Quelqu'un l'a-t-il vu? » Personne ne répondit. L'agent Birch jeta un coup d'œil à son bloc-notes, puis se tourna vers Allerton. « Auriez-vous quelque chose à ajouter, monsieur ?» Allerton releva légèrement le menton. Sa voix, lorsqu'elle fut entendue, était calme et posée. « Je suis arrivé ici en train mercredi soir. Horace m'a invité. Il a dit qu'il avait quelque chose à régler concernant le domaine familial. J'ai dîné avec lui et les Leadbetter. Je me suis couché tôt, mal à la tête. J'ai dormi presque toute la matinée. Je n'ai rien entendu jusqu'au cri. Il marque une pause, puis ajoute « Vous êtes libre de vérifier mes affaires, bien sûr. Je n'ai rien à cacher. » Birch hocha la tête. « Nous le ferons, en temps voulu. Merci. » C'était, en apparence, une explication parfaitement raisonnable. Pourtant, les pensées de Miss Marple ne se portèrent pas sur les paroles de M. Allerton, mais sur le soin avec lequel il les avait prononcées. Il n'avait pas une seule fois qualifié M. Denning de « mon cousin » ou de « Horace », seulement de manière impersonnelle, à la troisième personne. Étrange, ça. Mais avant qu'elle puisse s'y attarder davantage, une seconde voix perça les murmures. « Pardon, » cria-t-il nerveusement, « mais il n'est pas dans sa chambre, monsieur. » Madame Leadbetter était sortie, essoufflée, suivie de Lily-Bell, pâle mais debout. La jeune fille serrait un châle fermement autour de ses épaules.
L'agent Birch leva les yeux. Qui n'y est pas? L'invité, M. Allerton, haletait. Sa valise avait disparu, et la fenêtre était ouverte. Des exclamations de surprise parcoururent l'assemblée. Tous les regards se reportèrent sur l'homme qui, quelques instants plus tôt, avait offert sa coopération, mais il n'était plus là. Le colonel Westcott jura à haute voix et se dirigea vers les marches du presbytère. L'agent Birch, momentanément abasourdi, fit volte-face et se mit à aboyer des ordres à personne en particulier. « Quelqu'un l'a-t-il vu partir » demanda-t-il. Miss Marple, se levant lentement de son banc, se tourna vers Lily-Bell avec un regard doux. « Ma chère, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce matin » Lily cligna des yeux, puis baissa les yeux. « J'ai cru entendre des pas à l'étage, il y a environ 1 heure, mais j'ai cru que c'était Madame Leadbetter qui allait chercher du linge. » La maison fut immédiatement fouillée, mais c'était, comme on dit, une impasse. M. Allerton avait disparu, son petit sac de voyage et son imperméable avaient disparu. Le portail du jardin arrière fut découvert déverrouillé, et une faible traînée d'herbe rase suggérait que quelqu'un était passé par là. Plus loin, dans les bois. Dans l'après-midi, le gendarme, le visage rouge et essoufflé, organisait une recherche périmétrique avec l'aide de 2 bénévoles et du chef scout du village. Mais Mademoiselle Marple s'était retirée dans sa chaumière sans plus qu'un hochement de tête pensif et une phrase à moitié terminée. Plus tard dans la soirée, elle reçoit la visite discrète du révérend Leadbetter qui se tenait maladroitement sur le perron, un papier plié à la main. « J'ai bien peur que cela ait été oublié dans le bureau de M. Denning, dit-il en le lui tendant. Nous avons juste pensé à consulter sa correspondance. » Mademoiselle Marple le remercia et attendit que la porte se referme avant de déplier la page. C'était une lettre, datée de 4 jours avant la mort de Denning. L'écriture était grasse et irrégulière. « Horace, si vous continuez ceci, si vous parlez à quelqu'un, considérez que l'affaire entre nous est close. Je ne me laisserai pas entraîner dans votre purification de conscience. Laissez le passé enfoui, ou alors, à mon secours, je ne serai pas responsable de la suite. Pas de signature, juste une tache d'encre près du coin, comme si la plume avait hésité, puis appuyé trop fort. » Miss Marple reposa la lettre et prit ses lunettes. Ses yeux, bien que vieillis, ne manquèrent rien, surtout pas sur un ton pareil, le genre de ton qui n'avait pas sa place dans une discussion entre cousins sur une question d'héritage. Cette nuit-là, le village dormit d'un sommeil agité, car un meurtre avait été commis, et maintenant, un suspect a disparu. Le lendemain matin, la disparition de M. Allerton avait résonné à Saint Mildred comme une rafale de vent renversant une table de porcelaine fine. Ce qui avait commencé comme la terrible nouvelle d'un meurtre au presbytère était maintenant rejoint par des murmures de fuite, de culpabilité et de sombre trahison familiale. Le village, dans son ordre habituel, était maintenant profondément et délicieusement scandalisé. L'épicier du coin commença à vendre 2 journaux londoniens supplémentaires, tous 2 avec des titres qui publiaient un sensationnalisme irréfléchi sur le meurtre. L'un d'eux annonçait « Un avocat tué dans l'escalier du vicaire ». Une cousine disparaît sans laisser de traces. Mademoiselle Beale découpa l'article et le rangea dans son sac à main avec un hochement de tête satisfait, soupçonnant M. Allerton depuis le début, bien qu'elle ne lui ait jamais parlé. Mademoiselle Marple, quant à elle, n'était pas si prompte à tirer des conclusions hâtives. La disparition de M. Allerton était troublante, certes, mais elle trouvait la netteté de sa disparition étrangement commode, comme si quelqu'un voulait faire croire au village qu'il s'était enfui. Et au cours de ces longues années d'observation de la nature humaine autour des tables à thé, des bancs d'église et des salons, Miss Marple avait appris que la vérité était rarement l'explication la plus spectaculaire. C'était souvent, tout simplement, la plus discrète. Cet après-midi-là, sous un ciel désormais dissipé de sa morosité passée, Miss Marple se rend chez le notaire.
Horace Denning avait élu domicile à Wisteria Lodge, une demeure modeste mais bien tenue au bout de Chapel Lane. Le facteur affirma n'avoir jamais vu personne entrer ni sortir, hormis Denning lui-même, et l'épicier affirma que l'homme n'achetait que des conserves et du lait en poudre. « Pas du genre sociable », dit M. Hartridge en s'essuyant les mains sur son tablier. Il vivait comme un moine, ou comme un homme qui porte un poids lourd. C'est le sergent Woolton de Much Benham, arrivé pour prêter main forte à l'agent Birch, accablé, qui ouvrit la porte. Woolton était un homme corpulent et sérieux, avec une moustache qui rappelait à Miss Marple celle d'un morse vieillissant. Il la salua avec suspicion, mais sans impolitesse. « Bonjour, Miss Marple. J'espère que vous n'êtes pas là pour inspecter les lieux. »« Oh non, » dit-elle avec un sourire. « Je ne m'inspecte jamais. Je me contente d'observer. Puis, je demande si quelque chose d'inhabituel a été découvert dans le bureau de M. Denning. » Woolton hésita. « Je ne peux pas donner de détails, madame, mais nous examinons ses papiers. Il semble qu'il ait conservé des copies de plusieurs correspondances personnelles. Rien de criminel, remarquez, mais plutôt détaillé. Détaillé de quelle manière? Des affaires personnelles, principalement. Financières, juridiques, un peu d'héritage, quelques notes sur le conseil du village et même quelques lettres de son ancien cabinet. Le plus étrange, c'est qu'il y a un dossier en particulier marqué « privé ». À ouvrir seulement si je ne suis plus là. Il a été transmis à l'inspecteur principal. « Comme c'est curieux, » dit mademoiselle Marple. Elle ne fit pas un geste pour entrer, se contenta de remercier le sergent et continua son chemin. Mais son esprit travaillait vite. Un dossier privé. Un cousin arrive juste avant sa mort. Une menace écrite à l'encre est restée non envoyée ou cachée. Elle distinguait la forme de quelque chose d'incertain encore, mais qui prenait forme. Elle se tourna ensuite vers le révérend Leadbetter. Le vicaire, toujours pâle, l'accueillit dans son salon. Sa femme avait emmené Lilibelle se promener dans l'espoir de calmer la jeune fille, et la maison avait retrouvé son calme habituel, même si l'escalier demeurait, tel un témoin muet, au centre de tout. « Je crains de ne pas bien connaître M. Denning », admit le vicaire en lui offrant du thé. Il était toujours formel, poli, certes, mais jamais chaleureux, la plupart du temps réservé. Il ne venait aux offices qu'occasionnellement. Il disait préférer la réflexion privée. Parlait-il jamais de son travail? Ou de son passé? Le révérend Leadbetter secoua la tête. Non, mais il y avait une chose étrange qu'il n'a mentionnée qu'une seule fois, remarquez. Il a dit avoir commis des erreurs de jugement dans sa jeunesse. Rien de précis. J'ai supposé qu'il parlait de questions personnelles. Il semblait souvent accablé. Et ce cousin, M. Allerton? La visite fut plutôt soudaine. Horace n'en parla qu'en passant. J'ai rencontré brièvement M. Allerton le soir de son arrivée. Il était calme, réservé. Cela semblait plutôt agréable. Je me souviens avoir trouvé étrange que Horace ne l'ait pas présenté par son nom au dîner. Il avait juste dit « mon invité de Londres ». Miss Marple hocha lentement la tête. Le passé, pensa-t-elle, laissait toujours des traces si l'on savait où chercher. Plus tard dans la journée, elle fait une dernière visite. La bibliothèque du village. Bien que modeste, la bibliothèque possédait une collection quasi miraculeuse de registres locaux conservés par Madame Gilchrist, une ancienne institutrice passionnée de registres poussiéreux. Lorsque Miss Marple demanda s'il y avait eu des avis publics ou des actes juridiques au nom de Denning au cours des 3 derniers mois, Madame Gilchrist plissa les yeux, concentrée, et disparut derrière un classeur. Elle revint avec une petite notice pliée. Elle était apparue au registre du comté 2 semaines auparavant. Horace Denning, de Wisteria Lodge, déclare par la présente son intention de réviser ses documents testamentaires désignant comme bénéficiaire un certain William Allerton sous réserve de confirmation du lien de parenté. Miss Marple tenait le papier pensivement, sous réserve de confirmation. Cela signifiait que Denning avait hésité, ou peut-être soupçonneux. M. Allerton
Était-il vraiment celui qu'il prétendait être? L'énigme devient plus épineuse, car si le cousin avait quelque chose à gagner, il avait aussi quelque chose à perdre, surtout si Denning avait prévu d'annuler le changement. Ce soir-là, Miss Marple était assise sur son banc de jardin sous le buisson de lilas, regardant la lumière décliner dans le ciel. Des moineaux nichent dans la haie, et une douce brise apporte le parfum du chèvrefeuille. Elle se souvenait d'un autre cas il y a des années. Agonie. Un homme s'était fait passer pour son beau-frère pour accéder aux affaires d'une veuve. Ça avait fonctionné, jusqu'à ce qu'il se trompe de nom pour son chien préféré. Petit détail, c'est là que la nature humaine se révèle. Il lui faudrait parler à Lilibelle. La servante, jeune et souvent sous-estimée, avait vu quelque chose. Miss Marple en était certaine. Mais s'agissait-il d'un geste, d'un ton de voix, ou simplement d'une mauvaise paire de chaussures? Elle n'en était pas encore certaine. Ce qu'elle savait, c'est que M. Denning avait craint quelque chose. Il avait prévu d'agir. Mais quelqu'un l'avait d'abord réduit au silence. Et maintenant, le silence s'installe. Mais Miss Marple écoutait. La place du village n'avait jamais été aussi accueillante. Par une matinée caressée par le soleil et adoucie par une brise qui agitait doucement les parterres de fleurs, on aurait presque pu croire que Sainte Mildred avait retrouvé sa quiétude d'antan. Mais sous cette surface, le village bouillonnait. Un meurtre, un homme disparu, et maintenant, selon les dernières rumeurs du chef de gare, un inconnu était venu prendre des nouvelles de M. Allerton. Ce fait, combiné au comportement de plus en plus erratique de certains villageois, donnait à la paisible petite ville des allures de décor d'une pièce de théâtre prête à entrer en scène. C'est en ce jour faussement calme que Madame Leadbetter, une femme peu portée sur l'hystérie et le drame, invita quelques membres du comité paroissial à prendre le thé. Son espoir, sans doute, était de rétablir l'ordre et la communauté. Pourtant, ce fut tout le contraire. Mademoiselle Marple avait été invitée, bien sûr. En tant que membre de longue date de la paroisse et, plus récemment, témoin officieux des récents événements, on lui offrit la place la plus proche de la cheminée, bien que le feu n'ait pas été allumé depuis début mars. Assis en face d'elle était le colonel Westcott, la moustache frémissante d'une irritation contenue, tandis qu'à côté de lui était assise Madame Bantry, déjà en train de s'éventer avec une serviette en lin. Madame Cartwright avait également été invitée, ainsi que Mademoiselle Pierce et Madame Grantham, veuve, récemment revenue au village après un long séjour chez sa sœur à Tunbridge Wells. Le thé fut servi. Des scones furent offerts. La conversation s'engagea avec une politesse hésitante. « Je dois dire, dit Madame Cartwright, en étalant une couche particulièrement épaisse de confiture de framboise sur sa part, que je ne comprends pas comment quelqu'un peut disparaître d'une maison pleine de monde. Cela arrive plus facilement qu'on ne le pense, répliqua Madame Bantry, surtout quand personne ne regarde. Je ne crois pas qu'il ait disparu du tout, intervint sèchement le colonel Westcott. Je crois qu'il est sorti de cette maison et a filé droit vers la route. Il y avait probablement une voiture qui attendait derrière les arbres. Astucieux, en fait. Ou lâche, dit mademoiselle Pierce en reniflant. S'il est coupable, il devrait l'admettre. Courir seulement. Proved well guilty. Ce n'est pas forcément vrai, dit Miss Marple d'un ton doux. Parfois, les innocents s'enfuient aussi. Surtout s'ils ont l'impression de ne pas être crus. Le colonel Westcott ricana. « Miss Marple, vous ne pensez tout de même pas que cet homme est innocent ?» Je crois qu'elle répondit doucement qu'il fallait être très prudent avant de décider ce que l'on pense. Il y eut un moment de silence gêné, rompu seulement par le tintement de Madame Grantham posant sa tasse de thé. « Eh bien, dit-elle, un peu essoufflée, je devrais peut-être me taire. Mais je pense qu'il est temps que quelqu'un mentionne que M. Denning n'était pas un homme particulièrement agréable. » Madame Leadbetter parut choquée. « Eh bien, Madame Grantham, il était toujours courtois avec moi. Il était courtois avec tout le monde, » répondit la veuve. « Mais il posait aussi des questions étranges.
Il y a quelques mois, il m'a coincé après les vêpres pour m'interroger sur les relations de mon défunt mari avec un certain Everett. Il a dit que c'était lié à un ancien contrat. Le colonel Westcott haussa un sourcil. Everett, question marque. Pourquoi diable se serait-il mis à fouiller là-dedans? Cette affaire a fait faillite il y a des années. Je le pensais aussi, dit Madame Grantham, mais il avait des documents, des copies, il insistait beaucoup. Et vous ne dites ça que maintenant, demanda mademoiselle Pierce, scandalisée. Je n'y voyais pas le mal sur le moment, mais maintenant, eh bien, je me disais qu'il cherchait peut-être à découvrir quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il a été réduit au silence. Le mot flottait dans l'air comme une bouffée d'air froid. Madame Bantry, toujours prête à orienter la conversation lorsque la tension montait trop, se tourna vers le colonel Westcott. « Vous connaissiez Horace avant son arrivée à Saint Mildred, n'est-ce pas? » Le colonel hésita. Brièvement. Dans l'armée. Pas de près. Il était dans le corps judiciaire. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil en coin. C'était, pensa-t-elle, la première fois que le colonel avouait connaître Denning avant qu'il ne s'installe au village. « Drôle, » dit Madame Cartwright en plissant les yeux. « Il m'a dit qu'il ne connaissait personne ici à son arrivée, qu'il avait choisi le village au hasard. Ce n'est pas un mystère que quelqu'un veuille s'installer au calme, » dit le colonel d'un ton un peu trop raide. « À moins, » proposa gentiment Miss Marple, « qu'il ne choisisse ce lieu par besoin d'être près de certaines personnes, ou de certains événements passés. » Le regard du colonel Westcott croisa le sien l'espace d'une fraction de seconde. Il ne dit rien. Madame Leadbetter, soucieuse de maintenir la civilité, s'empressa d'offrir d'autres sandwichs. « Ne nous attardons pas sur des choses sombres. Il faut croire que la vérité éclatera. » Miss Marple sourit, mais ses pensées étaient ailleurs. L'affaire Everett. Une entreprise ratée, une ancienne liaison entre Denning et Westcott, et l'obsession de Denning à tout documenter. Lentement, elle vit les pièces du puzzle s'assembler, mais pas encore s'assembler. Le thé prit fin brusquement lorsque Madame Grantham s'excusa, visiblement troublée par le poids de ses propres aveux. Le colonel Westcott partit ensuite, les sourcils froncés, et Miss Pierce s'attarda juste le temps de murmurer qu'elle allait consulter les vieux registres de la Gazette pour trouver quelque chose concernant Everett. Miss Marple resta pour aider à ranger le nécessaire à thé. En passant le plateau à Madame Leadbetter, elle demanda nonchalamment. « Monsieur Denning vous a-t-il déjà parlé du colonel Westcott? »« Une seule fois, » dit Madame Leadbetter après une pause, « et ce n'était pas très flatteur. Une occasion manquée. Il disait que le colonel avait fait un mauvais choix, et certains hommes ne s'en remettent jamais. » Miss Marple hocha légèrement la tête. Plus tard dans la journée, en rentrant chez elle, elle trouva une petite enveloppe glissée sous sa porte d'entrée. Il n'y avait aucun nom, aucun mot, juste une page arrachée d'un registre. Dessus, 2 noms, Everett Holdings et Westcott Enterprises, et les initiales H.D. Miss Marple fixa le papier un long moment avant de le placer à côté de la lettre qu'elle avait reçue plus tôt du révérend Leadbetter. Des secrets, pensa-t-elle. Le village en était rempli, mais tôt ou tard, quelqu'un en laisse toujours un échappé. Le soleil se couchait sur Saint Mildred dans des tons d'or mielé, projetant de longues ombres sur les ruelles étroites et les murs de grès. Malgré la sérénité pittoresque du village, les pensées de Miss Marple étaient loin d'être sereines. La page qu'elle avait trouvée glissée sous sa porte, la veille au soir, reposait toujours sur son secrétaire, maintenant alourdi par un presse-papier en porcelaine en forme de rouge-gorge. Everett Holdings, Westcott Enterprises, H.D. Les noms étaient dactylographiés d'une main nette et ferme, marqués de l'empreinte d'un homme méticuleux, quelqu'un qui, comme M. Denning, considérait la documentation comme la seule protection contre la tromperie. Et peut-être, songea-t-elle, une arme tout aussi efficace. Les initiales étaient sans aucun doute celles d'Horace Denning. Cela ne faisait aucun doute.
Ce qui était moins certain, c'était le lien entre Everett Holdings et le colonel Westcott, et surtout, pourquoi Denning avait enquêté avec autant de discrétion. Miss Marple avait vécu assez longtemps pour savoir que les scandales étaient rarement enterrés avec succès dans les petits villages. On les enfouissait simplement dans une conversation distinguée et on les enfouissait sous une couche de respectabilité. Mais de temps à autre, ils refont surface de manière inattendue et souvent fatale. À 9h30, le Zethandeso. Lendemain matin, Mademoiselle Marple était assise à une table en bois bien rangée dans un coin au fond de la bibliothèque de près de St. Mildred, sous une lampe en laiton dont l'abat-jour était légèrement effiloché. Madame Gilchrist, toujours fiable, avait posé devant elle 2 grands classeurs en papier Kraft contenant les archives publiques des 15 dernières années de transactions commerciales locales. Mademoiselle Marple ajusta ses lunettes et tourna les pages lentement, sans faire d'histoire et sans attirer l'attention. Elle préférait toujours être le genre de vieille dame dont on oubliait l'existence. Cela ne prend pas longtemps. Everett Holdings, selon les registres du village, avait été enregistré un peu plus de 12 ans auparavant. Une petite société d'investissement privé, locale par son adresse, mais ambitieuse par sa description. Et pendant un temps, elle avait prospéré, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. L'entreprise avait fait faillite au bout de 3 ans seulement. Pas d'enquête officielle, pas de scandale public. Mais, enfoui vers la fin du dossier, se trouvait une seule ligne dans un rapport scanné. Perte subie suite à un investissement immobilier irrécouvrable à North Barley sur les conseils du lieutenant-colonel Henry Westcott, retraité. Miss Marple marque une pause. La chose était là. Elle était restée discrète, presque omise chirurgicalement des conversations locales, mais sur le papier, c'était inévitable. Le colonel Westcott avait été impliqué dans les décisions de l'entreprise, probablement comme conseiller financier, voire comme associé silencieux. Son nom n'apparaissait sur aucune des listes d'actionnaires, mais son influence avait clairement été constatée. Elle tourna la page. Le nom d'Horace Denning figurait comme consultant secondaire dans les dernières semaines de l'existence du cabinet, chargé, semblait-il, d'examiner les contrats et de résumer les risques. Et là, griffonnée faiblement dans une marge, se trouvait la note. Dissolution recommandée pour éviter toute responsabilité juridique. Miss Marple se renversa dans son fauteuil. Elle la voyait maintenant. Denning avait conseillé la fermeture de l'entreprise. Westcott, sans doute, avait désapprouvé, peut-être même ignoré le conseil. Et quand l'entreprise s'était effondrée, Westcott s'était retiré, mais Denning, homme à tout noter, avait conservé les documents, et peut-être même le ressentiment. Elle remercia Madame Gilchrist, glissa la copie du mot dans son sac à main et sortit dans le soleil de fin de matinée. Son arrêt suivant fut The Maples, une maisonnette à la limite sud du village, juste après le vieux moulin. Elle était occupée par un certain M. Sidney Dorel, un comptable à la retraite connu pour sa mémoire vive et son franc-parler. Plus important encore, il avait autrefois tenu la comptabilité d'Everett Holdings. Elle trouva M. Dorel dans son jardin, coiffé d'un chapeau à large bord impressionnant, inspectant sa rhubarbe. « Ah, mademoiselle Marple !» lança-t-il en se redressant lentement. « Vous êtes venue parler de scandale, n'est-ce pas ?» Elle sourit. « Juste un murmure, monsieur Dorel, si vous avez un peu de temps. Toujours pour vous. Venez vous asseoir. Le soleil est bon ce matin. » Il désigna un banc usé par les intempéries sous un pommier sauvage, et elle le rejoignit en lissant sa jupe. « Je voulais vous parler d'Everett Holdings, » commença-t-elle. « Un peu avant votre époque, peut-être » rit M. Dorel. « Pas question. J'étais dans le vif du sujet, engagé pour trier les chiffres quand les choses ont commencé à déraper, ce qui, à vrai dire, s'est produit presque dès le début. Le colonel Westcott était-il impliqué? Pas sur le papier, mais il se prenait pour un stratège financier à l'époque. Il prétendait avoir un œil pour les terrains sous-évalués.
il avait poussé l'entreprise à investir dans un projet à North Barley, un terrain abandonné transformé en lotissement spéculatif. Un fiasco total. Il n'était pas le seul à l'origine, remarquez, mais c'était lui qui parlait le plus fort. « Et M. Denning ?» Le visage de Dorel changea. Voilà un homme qui comprenait les conséquences. Il arriva tard, une fois le mal fait. J'essayais de les faire revenir. Il recommanda une fermeture discrète, proposa de rédiger des accords de règlement. Un soir, au whisky, il m'a dit « Personne ne me remerciera pour ça, mais mieux vaut le silence que le scandale. » Je crois qu'il était sérieux. Y avait-il de la rancœur entre lui et Westcott? Oh, absolument. Poli, bien sûr, toujours poli. Mais il aurait pu y avoir une certaine froideur quand ces deux-là partageaient la même chambre. Miss Marple assimila cela en silence. En se levant pour partir, Dorel ajouta « C'est drôle quand même. Il y a quelques mois, Denning m'a arrêté près du bureau de poste. Il m'a demandé si j'avais encore mes vieux registres. Je lui ai dit que j'en avais brûlé la plupart, mais il a eu l'air déçu. Il a dit qu'il envisageait d'écrire ses mémoires. Pour clarifier les choses, a-t-il dit. Pour clarifier les choses, répéta-t-elle doucement. Peut-être que quelqu'un ne voulait pas que les choses soient claires. De retour dans son cottage, Miss Marple rangea les derniers détails à côté de sa collection grandissante d'indices. Elle ne croyait plus que M. Allerton avait agi seul, si tant est qu'il ait agi. De plus en plus, la mort d'Horace Denning lui semblait non pas un crime spontané, mais un acte calculé. Elle fixa la lettre que Denning avait écrite, mais n'avait jamais envoyée, celle qui contenait la menace voilée, la peur sous-jacente. Puis elle pensa à Lily Bell. La jeune fille avait dit n'avoir vu personne en haut de l'escalier. Mais et si quelqu'un avait attendu au coin de la rue? Ni pour discuter, ni pour crier, juste pour agir, discrètement, vite, et le mot glissé sous sa porte. Quelqu'un d'autre au village commençait à craindre ce que Denning avait laissé derrière lui, quelqu'un qui savait combien la vérité pouvait être dangereuse. Le matin où Miss Marple se rendit discrètement au presbytère, le ciel au-dessus de Sainte Mildred était devenu d'un doux étain couvert, ni menaçant ni joyeux, exactement le genre de temps qui laisse tout dans l'incertitude. Les haies bruissaient faiblement, et l'air portait le parfum d'une pluie qui pourrait ou non arriver. Miss Marple préférait ces jours-là. Ils permettaient aux gens de s'adoucir. Les matins ensoleillés, le village arborait sa fierté comme une broche polie, éclatante et soignée. Mais sous un ciel nuageux, les défenses baissent. Elle avait organisé sa visite par l'intermédiaire de Madame Leadbetter, toujours polie, bien sûr, jamais brusque. Juste une brève conversation avec Lily, si elle se sent suffisamment bien, avait-elle dit doucement au téléphone. Rien d'intrusif, juste une brève conversation, comme on pourrait le faire avec une petite nièce. Madame Leadbetter avait accepté, et Miss Marple se tenait maintenant dans le petit salon latéral où Lily Bell était en convalescence. La jeune fille était assise sur un rebord de fenêtre rembourré, les genoux repliés sous elle, enveloppée dans un châle en tartan délavé. Ses yeux, toujours écarquillés et légèrement rouges, se posèrent sur Miss Marple lorsqu'elle entra. « Vous ne devez pas avoir peur de moi, ma chère, » dit Miss Marple avec un doux sourire en s'installant sur la chaise en face d'elle. « Je suis venue seulement pour parler. Pas de questions de police, pas de carnet, pas de voix sévère. » Lily hocha la tête avec hésitation, ses doigts se tortillant dans le bord du châle. « Je sais que c'est difficile, » continua Miss Marple, « mais vous avez vu quelque chose ce jour-là, et parfois, ce qu'on voit sans comprendre est le plus important. » « Je n'ai rien vu, » dit rapidement Lily, la voix tremblante. « Vraiment. Je suis rentrée du jardin seulement parce que j'avais oublié le plateau pour les scones. »« Oui, » acquiesça Miss Marple, « c'est bien ce que j'ai entendu. Tu as dit que tu étais dans la cuisine, puis tu as traversé le couloir de service, et quand tu as atteint le bas de l'escalier, il était là. » Lily frissonna. Il était allongé là. Sa tête hurlait. Je n'ai pas pu m'en empêcher. « Personne ne te blâmera, » dit Miss Marple gentiment. « Mais dis-moi,
Est-ce que quelque chose m'a semblé bizarre avant que je le trouve? Un bruit? Une odeur? Quelque chose d'anormal? Lily fronça les sourcils. Une odeur? Parfois, une odeur raconte une histoire à elle seule. La jeune fille cligna des yeux, puis hésita. Il y avait quelque chose. Miss Marple pencha la tête. « Je pensais que c'était juste mon imagination, » murmura Lily. Mais en entrant dans le couloir, avant même d'avoir vu M. Denning, j'ai senti une bouffée de quelque chose d'âcre, pas de sang, quelque chose d'autre. Pouvez-vous la décrire? Les sourcils de Lily se froncèrent. C'était comme du citron, mais plus fort, et poudré, comme un produit d'entretien ou non, un parfum peut-être, mais pas sucré. Ça me rappelait quelque chose que j'avais senti un jour à Londres dans un grand magasin. Miss Marple resta silencieuse un instant. Pas quelque chose que les dames présentes au thé auraient porté, vous pensez? Lily secoua la tête. Ni la femme du pasteur, ni Madame Bantry. J'aide à laver leurs écharpes. Je connais leurs odeurs. Celle-ci était plus audacieuse, comme de l'eau de Cologne, presque, aiguë et chère. Miss Marple changea doucement de sujet un instant, laissant Lily se reposer. Mais son esprit s'était arrêté sur ce détail. Une odeur âcre, citronnée et non florale, persistant près d'un mort. Ce n'était pas ce à quoi on s'attendait au presbytère, ni sur la personne de M. Denning, qui, de l'avis général, n'avait aucun goût pour l'eau de Cologne ni pour l'affectation. Et aucune des femmes présentes au thé n'utilisait un tel parfum. Elle posa une dernière question. « La porte du bureau était-elle ouverte, Lily? » La jeune fille marqua une pause. « Non, elle était fermée, mais la porte du salon était ouverte, et dans la cage d'escalier, la lumière était éteinte. » Étrange, cette remarque de Miss Marple à voix basse. « Personne ne l'avait allumée? » Lily secoua la tête. « Je ne crois pas. » Miss Marple hocha la tête, puis toucha doucement la main de Lily. « Tu as été très serviable, ma chère. Repose-toi maintenant, et ne laisse pas les ombres s'installer trop profondément dans ton esprit. » Elle quitta le presbytère et sortit dans l'air frais de l'après-midi. Ce n'était peut-être qu'un indice infime, mais de tels détails mêlaient souvent toute la trame d'un crime. En rentrant à son cottage, elle croisa le colonel Westcott dans le chemin. Il inclina brusquement son chapeau et continua son chemin sans faire de commentaires. Elle ne remarqua pas la légère trace de sueur sur son col, ni l'odeur qui flottait vaguement derrière lui. Une odeur acidulée, citronnée et piquante. Pas de sang, pas de peur, mais le même parfum dont Lily Bell avait parlé. Miss Marple le regarda s'éloigner, puis se tourna vers son jardin avec un léger sourire. Ce parfum-là n'était pas courant à Saint. Mildred. Mais elle savait exactement d'où il venait. Le pharmacien de Much Benham vendait une gamme d'eau de Cologne pour hommes importée d'Italie. Très fine, très particulière. L'une d'elles, se souvenait-elle, s'appelait Cedro Impérial, citronnée, puissante et surtout portée par les hommes qui voulaient se faire remarquer sans en avoir l'air. Elle-même en avait un jour acheté un flacon pour son neveu Raymond, qui prétendait détester l'artificiel, mais l'utilisait néanmoins avant les déjeuners littéraires en ville. Quant au colonel Westcott, il lui avait toujours semblé un homme cultivant une image de simplicité, sans chichi, propreté militaire, opinion franche et tabac à pipe. Mais fumée de pipe et cédro impérial ne faisaient pas bon ménage, sauf si l'on se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Plus tard dans la soirée, Miss Marple écrivit une lettre discrète à la pharmacie de Much Benham s'enquérant de ses récents achats d'eau de Cologne. Elle la signa Madame Mary Westlake, prétendant chercher un cadeau pour son frère. Une ruse inoffensive, se dit-elle, au service d'une vérité bien plus vaste. Puis, elle revint à la lettre d'Horace Denning, celle qu'il n'avait jamais envoyée. « Que le passé reste enfoui, » disait-elle. Mais le passé, Miss Marple le savait, avait une façon bien tenace de refaire surface, surtout lorsque le parfum de la culpabilité flottait si fort dans l'air.
Le salon de Gossington Hall était illuminé par la douce lumière des lampes et la lueur dorée des bougies. Dehors, les arbres bruissaient doucement dans le crépuscule estival, et un feu, allumé plus pour le confort que pour la nécessité, crépitait dans l'âtre avec un rythme agréable. C'était l'une des soirées en cercle occasionnel de Madame Bantry, une tradition qu'elle avait ravivée ces dernières années, où une poignée de villageois étaient invités à partager un gâteau, une conversation et, peut-être, un soupçon de musique sur son vieux piano droit. Miss Marple, confortablement assise dans un fauteuil à oreilles en damas, accepta sa tasse de thé avec un hochement de tête de remerciement. Elle portait un châle de laine prune foncée, ancien mais parfaitement repassé, et son expression placide et attentive ne trahissait rien des lenteurs de ses yeux bleu pâle. La réunion de ce soir était modeste. Madame Bantry, bien sûr, jouait l'hôtesse avec son mélange habituel d'élégance et de distraction. Assis à côté d'elle se trouvait le docteur Sutcliffe, le médecin du village, les grandes mains maladroitement croisées sur ses genoux. À côté de lui était assise Mademoiselle Beale, toujours guindée et observatrice, et de l'autre côté de la pièce, le colonel Westcott, une main dans la poche de sa veste, regardait vaguement par la fenêtre. Mademoiselle Pierce était également présente, s'étant invitée en prétextant son sens aigu de l'attention. Il y avait effectivement de la tension dans la pièce silencieuse, fragile et bourdonnante sous les bavardages polis comme une seconde mélodie fausse. « Je dois dire, commença Madame Bantry en faisant circuler une assiette de biscuits aux amandes, que toute cette histoire m'a laissé assez perplexe. Je sais que les meurtres font d'excellents romans, mais, dans la vraie vie, je les trouve terriblement gênants. Surtout quand ils se produisent sous notre nez, ajouta Mademoiselle Beale. Je me demande, dit Mademoiselle Pierce en regardant dans sa tasse, si la police a complètement baissé les bras. Ce cousin Allerton n'est toujours pas arrivé, n'est-ce pas? Non, dit le colonel Westcott sans se détourner de la fenêtre. Plus aucune trace de lui. Soit il était plus intelligent qu'on ne le pensait, soit il avait de l'aide. La remarque resta en suspens un instant plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Miss Marple, sirotant son thé, ne dit rien. Le docteur Sutcliffe s'éclaircit la gorge. J'avoue que je n'ai jamais beaucoup apprécié Denning. Oh, il était courtois, certes, mais clinique. Il n'y avait aucune chaleur chez cet homme. Il semblait toujours observer tout le monde. Il avait le regard d'un avocat, dit Madame Bantry, comme s'il rédigeait votre nécrologie tout en réclamant une deuxième part de gâteau. Un rire étouffé, mais sincère, éclaira l'atmosphère un instant. Et puis c'est arrivé. Miss Pierce, qui n'était pas du genre à filtrer ses pensées, se pencha en avant et dit d'une voix scénique, un peu trop basse, « Mais bien sûr, colonel, vous le connaissiez mieux que quiconque, n'est-ce pas ?» Il y eut un instant de silence. Le colonel Westcott se détourna lentement de la fenêtre. « Je l'ai connu de passage, Miss Pierce. »« Oh, dit-elle innocemment, j'ai appris de sources sûres que vous avez servi ensemble, brièvement, il y a de nombreuses années. Mais vous avez aussi investi dans ce projet immobilier, n'est-ce pas? » Elle insista. « Everett Holdings, ? Tout le monde en parle maintenant. » La mâchoire du colonel se serra. « Je vois que le village s'est affairé avec sa truelle à déterrer du vieux compost. » Madame Bantry eut un rire nerveux et agita son biscuit comme un drapeau. « Maintenant, pas besoin de mots durs, nous sommes tous amis ici. » Mais le colonel Westcott n'était plus d'humeur à la diplomatie douce. Sa voix, bien que calme, était tranchante. « Je vais vous dire une chose, » dit-il. Horace Denning était un fouineur, un homme qui ne pouvait pas laisser le passé derrière lui, et s'il fouillait encore dans cette affaire, alors il attirerait des ennuis. Un silence s'installa. Ce fut Miss Marple qui le rompit, d'un ton doux mais ferme. Et pourtant, dit-elle, il n'allait pas voir les journaux, ni la police. Il parlait simplement aux gens, doucement, posait des questions. Le regard de Westcott croisa le sien.
ce qui peut être bien plus dangereux. Madame Bantry, visiblement mal à l'aise, sonna pour demander du thé frais et tenta d'orienter la conversation vers un sujet plus léger. Mais quelque chose avait changé. Westcott resta debout, la posture rigide, et mademoiselle Pierce, peut-être inconsciente de son propre effet, pinça les lèvres avec un sentiment de triomphe. Au bout d'un moment, la conversation revint à des sujets plus sûrs, les limaces du jardin, le prochain sermon du pasteur et les choix vestimentaires douteux de la nièce de Madame Cartwright. Mais le fond du sujet demeurait. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à prendre congé, mademoiselle Marple s'attarda pour aider à rassembler le nécessaire pour le thé. Elle avança lentement, d'un pas posé, son esprit se concentrant non seulement sur ce qui avait été dit, mais aussi sur ce qui ne l'avait pas été. Elle avait appris depuis longtemps que, lorsque les gens sont ébranlés, leurs paroles les trahissent subtilement. L'emportement du colonel Westcott n'était pas simplement dû à l'agacement, mais à la peur. Non pas à la peur d'être exposé, peut-être, mais à la peur de perdre. Les hommes comme lui accordent plus d'importance à la réputation qu'à l'honnêteté. Et Denning, avec ses questions discrètes et ses dossiers bien rangés, avait menacé quelque chose de plus précieux que la vie privée. Il avait menacé la mémoire elle-même. Tandis qu'elle aidait Madame Bantry à porter un plateau dans la cuisine, elle demanda nonchalamment. « Le colonel Westcott vous a-t-il déjà rendu visite récemment ?»« Ces dernières semaines ?» Madame Bantry cligna des yeux. « Westcott, question Marc. Oh oui, une seule fois. Il est venu rendre un livre qu'Arthur lui avait prêté. J'avais l'air fatigué. Nous n'avons pas parlé longtemps. Vous souvenez-vous de quand c'était ?» Madame Bantry réfléchit un instant. 3 jours avant le thé, je crois. Juste après le dîner. Il a dit qu'il revenait du presbytère. « Ah !» dit mademoiselle Marple, les yeux légèrement plissés. « Merci, ma chère. » Lorsqu'elle rentra chez elle, les rues étaient sombres et silencieuses. Elle traversa le couloir avec une précaution experte, retira son châle et alluma la lampe dans un coin. Là, sur la petite table près de son fauteuil, elle déplia sa pile de notes qui s'accumulait. Allerton avait disparu, mais non sans raison. Denning avait rassemblé des informations sur Everett Holdings, peut-être pour rectifier le tir. Le colonel Westcott avait été visiblement secoué, émotionnellement et non théâtralement. Il y avait une différence, et elle avait appris à la déchiffrer. Mais le plus révélateur était ce que Lily-Bell avait remarqué. Une odeur forte dans une maison silencieuse, et le mauvais homme porte le mauvais parfum. Miss Marple leva la plume. Le tueur, sentit-elle, se resserrait. Il essayait de maintenir l'illusion, mais comme tout bon tricoteur le sait, tirer sur le bon fil, et tout le motif se défait. 2 matins après la réunion à Gossington Hall, alors que le brouillard se levait des haies et que les rouges-gorges commençaient leurs habituelles querelles autour du bain d'oiseaux, un curieux colis arriva au bureau de poste de St. Mildred. Il était emballé dans du papier kraft, les coins soigneusement pliés et noués avec une ficelle fine. L'écriture était grasse, anguleuse et inhabituelle. Il ne portait pas d'adresse de retour, mais le cachet de la poste de Swindon, à une centaine de kilomètres de là. Madame Wetherby, la maîtresse de poste, retourne le paquet avec la méfiance éprouvée de quelqu'un qui aurait reçu une boîte de sardines sans explication. En voyant le destinataire, elle haussa les sourcils. Il était adressé au révérend Lionel Ledbetter. Dans un coin, en plus petit caractère, figurait la mention « Contenu à ouvrir en présence de la police ». À midi, le paquet était entre les mains de l'agent Birch qui avait retrouvé son air rouge habituel après plusieurs jours d'enquête infructueuse sur le sort de William Allerton. Le sergent Woolton de Much Benham se tenait à ses côtés tandis qu'il déballait le paquet sur la table à manger du presbytère, le révérend Ledbetter se tenant anxieusement au bord. À l'intérieur se trouvait une liasse de pages dactylographiées,
reliés par une attache en laiton. En haut de la première page, déclaration de William Allerton concernant la mort d'Horace Denning. Lorsque Miss Marple fut convoquée discrètement et respectueusement à la demande même du vicaire, le document avait déjà profondément ébranlé le presbytère. Elle fut conduite dans le bureau du révérend où les rideaux étaient à moitié tirés et où l'air embaumait une légère odeur de fumée de pipe et de cire à la lavande. Le révérend Leadbetter semblait à la fois soulagé et accablé. L'agent Birch était assis, mal à l'aise, sur une chaise trop étroite pour sa carrure, et les pages reposaient sur la table, légèrement froissées au coin. Miss Marple accepta la place qu'on lui offrait et ajusta ses gants. Le révérend Leadbetter s'éclaircit la gorge. « Il semble, Miss Marple, que M. Allerton n'était pas aussi introuvable que nous le pensions. Il a posté une déclaration signée, cachée de la poste de Swindon, mais aucune autre information. Personne ne sait où il se trouve actuellement. »« Je vois, » dit Miss Marple calmement. « Et le contenu » L'agent Birch désigna les pages d'un geste. « Cela ressemble plus à un aveu de peur qu'à un aveu de culpabilité. Il prétend ne pas avoir tué Denning, mais s'être enfui par crainte d'être accusé. » Le sergent Woolton intervint d'un ton bourru. Il dit avoir été invité sous de faux prétextes. Il pensait que Denning voulait régler un vieux différend familial, mais qu'il a plutôt été confronté à ce qu'il appelle un interrogatoire. Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. « Denning, semble-t-il, dit le vicaire, lui a posé plusieurs questions pointues sur leur date de lignée, leur maison familiale, des souvenirs que seul un vrai cousin pourrait connaître. Allerton dit qu'il s'est senti acculé, que Denning sous-entend qu'il avait la preuve qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. « Fascinant !» murmura mademoiselle Marple. Le vicaire continua. Il affirme également avoir surpris une conversation la veille du thé au jardin. Des voix dans le couloir devant sa chambre. 2 hommes, l'un à Denning, l'autre qu'il n'a pas pu identifier. Ils se disputaient à propos de papier. Denning dit « Je ne vous laisserai pas garder cela enfoui. J'ai gardé le silence assez longtemps. »« A-t-il décrit l'autre voix ?» demanda Miss Marple. L'agent Birch secoua la tête. Il dit seulement qu'elle était ferme et sèche. Mais ce n'est pas que suffisant. Peut-être, dit Miss Marple doucement, mais combiné à tout le reste, c'est peut-être plus que ce que nous pensons. Elle demanda à emporter une copie de la déclaration et quitta le presbytère sous un ciel gris et lourd. Lorsqu'elle sortit, l'air semblait empli d'impatience, comme si le village lui-même retenait son souffle. La nouvelle, inévitablement, se répandit à l'heure du thé. Au Lavender Spoon, la nouvelle se nichait entre les crumpets et la crème caillée. William Allerton n'était pas le cousin d'Horace Denning, mais un imposteur envoyé par quelqu'un d'autre. Ou pire, quelqu'un travaillant seul, prêt à tout pour mettre la main sur le domaine de Denning. Miss Pierce déclara que c'était un signe des temps. Miss Beale était convaincue que le véritable mobile était l'espionnage. Et Madame Cartwright, pour des raisons qu'elle seule connaissait, était certaine que la réponse se trouvait dans la cave à vin de Denning. Mais tandis que les autres spéculaient, Miss Marple, assise tranquillement à son bureau, relisait la déclaration à la lumière d'une lampe. C'était, à bien des égards, un document d'évitement. Allerton prétendait être effrayé, affirmait son innocence, et pourtant, nulle part, il n'exprimait de tristesse ou d'horreur face à la mort de Denning. Ses propos étaient défensifs, son ton sec. C'était une déclaration destinée à détourner les soupçons, non à offrir la vérité. Mais la vérité, pensait mademoiselle Marple, avait tendance à filer entre les mailles du filet, surtout lorsqu'on ne prenait pas garde à ses mensonges. Elle tourna la page où Allerton décrivait la conversation entendue. Une phrase la frappa. « Je ne vous laisserai pas garder cela enfoui. J'ai gardé le silence assez longtemps. » Cela correspondait au ton de la lettre que Denning avait écrite, celle retrouvée dans le tiroir de son bureau, jamais envoyée. De toute évidence, Denning avait l'intention de révéler quelque chose, de réparer un tort,
et quelqu'un l'avait arrêté, quelqu'un qui avait accès au presbytère, quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que Allerton les entende parler dans le couloir. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. De l'autre côté de la rue, elle distinguait à peine le jardin du colonel Westcott. Il était sur le chemin, parlant à quelqu'un trop loin pour être identifié. Mais même à cette distance, elle concernait l'énergie nerveuse dans sa démarche, les gestes brefs et saccadés d'un homme retenant une tempête de pensées. Finalement, la déclaration de Allerton n'avait guère changé ce qu'elle soupçonnait déjà, mais elle avait eu un effet bien plus dangereux pour le tueur. Elle avait réintroduit un élément imprévisible dans l'histoire, un homme hors d'atteinte qui connaissait une partie de la vérité et pourrait encore être persuadé d'en révéler davantage. Le tueur, pensa Miss Marple, devait sentir l'étau se resserrer. Et lorsqu'un homme désespéré est acculé, il avoue ou frappe à nouveau. Ce soir-là, alors que les nuages se transformaient en une légère bruine, Miss Marple alluma une lampe près de sa fenêtre et s'assit dans son fauteuil préféré, un carnet ouvert sur les genoux. Une nouvelle entrée, écrite avec une écriture soignée. Point clé d'intérêt 1. Denning enquête sur le scandale Everett Holdings. Deuxième, Denning remet une question à l'identité d'Allerton. Troisième, l'agitation croissante de Westcott est liée à des transactions financières passées. Quatrième, odeur d'eau de Cologne coûteuse près des lieux liés à Westcott. Cinquième, Allerton a entendu Denning confronter un homme. 6. La lettre de Denning avertissait d'une exposition. Septième déclaration reçue anonymement de Swindon. Elle a souligné le 6e point à 2 reprises. La prochaine étape, elle le savait, ne serait pas la sienne seule. Il était temps de faire éclater la vérité au grand jour, non pas par des accusations, mais par l'observation, et une seule question bien placée. Miss Marple n'était pas du genre à tendre des pièges. Elle préférait toujours mettre la table d'abord proprement et poliment avec des serviettes brodées et juste assez de génoise pour adoucir les bords de l'inconfort. C'est ainsi que, 2 jours après l'arrivée de la lettre inattendue de William Allerton, elle organisa un modeste goûter dans son cottage de Church Lane. Le genre de choses qu'elle avait déjà fait des centaines de fois. La familiarité était, après tout, le meilleur prétexte pour un interrogatoire subtil. Son salon était aménagé avec une élégance discrète. Un léger parfum de verveine citronnée flottait sur le rebord poli de la fenêtre et un feu de charbon bourdonnait dans l'âtre avec un crépitement réconfortant, presque conspirateur. Une nappe fraîche était posée sur la table à thé, ornée de broderies de jacinthe des bois, et les tasses à thé, en porcelaine délicate aux bords dorés, attendaient, tels des témoins silencieux. À 3h30, ses invités arrivent. Madame Bantry, bien sûr, la première, troublée par une épingle à chapeau maladroite, mais portant joyeusement un pot de gelée de coing maison. Mademoiselle Beale la suivit peu après, les yeux bavards et un pain aux fruits enveloppé dans du papier sulfurisé. Mais c'était le 3e invité que mademoiselle Marple avait invité avec la plus grande prudence. Le colonel Henry Westcott arrive pile à l'heure, comme à son habitude. Il portait une veste fraîchement repassée et se tenait avec une précision militaire, mais Miss Marple, l'observant derrière les rideaux du salon, remarqua les légers signes d'une tension autour de la bouche, une hésitation inhabituelle dans sa démarche et, peut-être le plus révélateur, une légère trace de sueur sur son front malgré la fraîcheur de la journée. Il était mal à l'aise. Elle les accueillit tous avec sa chaleur habituelle et en quelques instants, la conversation avait repris son cours sinueux habituel, les rhododendrons, la voix chantante malheureuse du nouveau vicaire, et la question de savoir si la poste devrait envisager des horaires plus courts le dimanche. Miss Marple servit le thé d'une main ferme. « Le bon vieux temps me manque, » dit-elle d'un ton léger en passant une assiette de sablé au citron, alors que notre plus grande préoccupation
était de savoir si le chat de Madame Cartwright était encore entré chez le marchand de légumes. « C'est affreux, » dit Miss Beale en se tamponnant la bouche. « À chaque fois qu'on se retourne, un nouveau titre s'affiche. Un avocat assassiné, un cousin disparu, et maintenant des lettres arrivent de qui sait où. Tout cela est très romanesque. » Madame Bantry soupira. Cela a certainement secoué le village. Le colonel Westcott hocha la tête avec un léger hochement de tête. Espérons que cela se conclura bientôt. Trop d'incertitudes engendrent des problèmes. Une remarque judicieuse, répondit doucement mademoiselle Marple. Et pourtant, on se demande si c'est le cas. Incertitude. Le secret qui fait vraiment du mal. Elle vit son regard se tourner vers elle. « Prenez M. Denning, par exemple, » poursuivit-elle en remuant son thé. C'était un homme qui s'intéressait aux faits. Des faits juridiques, des faits historiques, des documents financiers. Je pense plutôt qu'il croyait que le papier était plus véridique que les gens. Madame Bantry rit légèrement. « Oh, j'ose dire !» Il semblait toujours savoir des choses qu'on ne lui avait pas dites. « Mais la connaissance, dit mademoiselle Marple, peut être dangereuse, n'est-ce pas? Surtout quand elle menace de révéler des choses qu'on préférerait oublier. » Il y eut un court silence. Le colonel Westcott reposa sa tasse. « Miss Marple, insinuez-vous que la mort de Denning était une forme de vengeance? » Miss Marple leva les yeux avec un sourire agréable. « Pas du tout, colonel. Seulement que parfois, quand on garde trop de secrets, on devient gênant pour son entourage. Et nous devons tous nous demander qui a quelque chose à perdre. » Le colonel soutint son regard un instant de trop. Miss Beale, inconsciente, se pencha. « Vous pensez vraiment que cet Allerton n'était pas le cousin de Denning ?» Enfin, il semblait parfaitement crédible. Miss Marple reporta son regard sur la théière. « Oh, j'en suis presque sûr. Denning a eu des doutes dès son arrivée. Je suppose qu'il avait des papiers pour le prouver, même s'ils ont peut-être disparu maintenant. Pourtant, je me pose la question. » Elle marque une pause, laissant l'instant s'étirer délicatement, comme de la pâte sous des doigts habiles. « Monsieur Allerton était-il censé être une distraction depuis le début ?» Les doigts du colonel Westcott se resserrèrent légèrement autour de sa soucoupe. Miss Marple le vit, mais ne réagit pas. « Une distraction ?» répéta Madame Bantry. « Oh oui, » dit Miss Marple doucement. « Pensez-y. Allerton arrive sous des prétextes douteux. Denning s'agite. Puis, juste au moment où quelque chose est sur le point d'être révélé, Denning meurt et Allerton disparaît. Une courbe très soignée, vous ne trouvez pas? » Miss Beale haleta. « Vous pensez qu'il était impliqué? » Miss Marple secoua la tête. « Je crois qu'il était effrayé, mais je pense aussi qu'il avait peut-être vu quelque chose, ou quelqu'un, peut-être même, entendu une conversation qui ne lui était pas destinée. » Elle se tourna alors doucement vers le colonel. « Avez-vous déjà apporté de l'eau de Cologne, colonel Westcott? Une forte odeur, un peu citronnée? » Il cligna des yeux. « Ino passe depuis des années. J'ai arrêté quand j'ai quitté le Caire. Pourquoi me posez-vous cette question? »« Oh, dit Miss Marple, juste par curiosité. » Lily-Bell avait mentionné une odeur inhabituelle le jour où M. Denning avait été retrouvé, quelque chose qu'elle n'associait à personne dans la maison. Mais elle l'avait senti juste avant de découvrir le corps. Une odeur chère, j'imagine. Pas quelque chose qu'on trouve dans une pharmacie de village. Le colonel Westcott se leva brusquement. « C'est une chose étrange à mentionner. »« Oh, pas du tout, » dit Miss Marple en joignant soigneusement les mains. L'odeur, comme le souvenir, persiste longtemps après l'instant. On ne peut rien faire contre ce qui persiste. Son expression changea alors légèrement. Une lueur de panique, contenue. Mais elle la vit. Et cela, plus que n'importe quelle confession, lui dit ce qu'elle avait besoin de savoir. Le reste du thé se passa sans incident. Le colonel Westcott s'excusa avant l'heure, prétextant un dîner matinal à préparer. Les femmes le regardèrent partir en silence.
Madame Bantry, enfin, se tourna vers mademoiselle Marple. « Jane, qu'est-ce que c'était que ça ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Je crois que le colonel est peut-être plus impliqué dans cette affaire qu'il ne veut l'admettre. Ses réactions étaient assez révélatrices, et il a menti. » « Menti ? À propos de l'eau de Cologne, je sais pertinemment qu'il a acheté une bouteille de Cédreau impérial à Mosh Benham il y a seulement 2 semaines. Le pharmacien l'a confirmé. Mademoiselle Beale avait l'air ravie. « Alors, il était là ?»« Il était là, » dit doucement mademoiselle Marple, « et en haut de l'escalier quand Horace Denning est mort. Je soupçonne qu'il l'a confronté, peut-être pour exiger qu'il détruise les dossiers qu'il avait. C'était peut-être un accident, une poussée de colère, mais plus probablement c'était délibéré. » Madame Bantry chuchota. « Pensez-vous qu'il voulait le tuer ?» Mademoiselle Marple ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Je pense que le colonel Westcott croit en la valeur de l'ordre, et ceux qui perturbent cet ordre, à ses yeux, doivent être éliminés, surtout lorsqu'ils menacent de faire ressurgir une honte passée. » Elle ramassa les tasses et se leva. « Il est temps de parler au sergent Woolton, » ajouta-t-elle doucement. « Il manque une dernière pièce, mais je crois savoir où la trouver. » Elle s'arrêta devant, et le buffet. Westcott n'a pas tué Denning à cause du passé, il l'a tué pour empêcher l'avenir. Dehors, le vent s'était levé, et dans le salon, les vestiges discrets de la vérité flottaient dans l'air, attendant leur révélation finale. Le sergent Woolton n'était pas homme à se laisser impressionner facilement. Fort d'une carrière qui l'avait mené aux petites drames des bourgs et aux affaires plus sérieuses des casernes militaires, il avait développé une sorte de scepticisme respectueux. Cela lui était bien utile dans un comté où la plupart des crimes impliquent des poules intrusives et, occasionnellement, des cisailles de jardin égarées. Mais assis en face de Miss Marple dans le bureau silencieux de la gendarmerie de Mosh Benham, il se surprit à l'écouter avec une attention rare. Sa voix, douce et posée, semblait porter le poids de la certitude, ni dramatique, ni vantarde, simplement. Elle était arrivée plus tôt ce matin-là, châle soigneusement boutonné sous son manteau, portant un fin carnet de cuir et une lettre pliée. L'agent l'avait accueillie avec une politesse respectueuse et Woolton avait débarrassé son bureau presque instinctivement. On finit toujours par faire de la place à Miss Marple. « Je vais commencer par l'odeur, » dit-elle en posant délicatement son carnet sur le bureau. « L'odeur » demanda Woolton. Lily-Bell, la femme de chambre du presbytère, sentit une bouffée d'un parfum piquant et citronné au pied de l'escalier, juste avant de découvrir le corps de M. Denning. « Un parfum ou une eau de Cologne ?» pensa-t-elle. Ça lui restait gravé. Elle ne l'avait jamais senti sur personne au presbytère, ni sur le vicaire, ni sur sa femme, et certainement pas sur M. Denning. Woolton hocha lentement la tête. « Et vous croyez que ça vient du tueur ?»« Moi, oui, » dit Miss Marple. « Voyez-vous, les gens oublient que l'odeur est le compagnon de la mémoire. Un tueur peut effacer des empreintes digitales. Il peut cacher une arme. Mais il ne peut pas purifier l'air s'il ne sait pas que quelqu'un d'autre l'écoute. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un ticket de caisse soigneusement plié avec un duplicata rose au charbon actif. Il vient de la pharmacie de Mosh Benham. Un certain colonel Henry Westcott avait acheté un flacon d'eau de Cologne Cédreau impérial 2 semaines avant le meurtre. C'est une eau de Cologne italienne, blend lemon forward, assez audacieux, et pas le genre de choses qu'on porte par accident. Woolton fronça les sourcils. « Vous croyez donc que le colonel était au presbytère avant le meurtre ?»« Je crois, » répondit-elle, « qu'il était là, en haut de l'escalier, attendant d'affronter Horace Denning. » Elle se pencha en avant, la voix calme mais ferme. Le sergent-colonel Westcott avait toutes les raisons de faire taire Denning. Ils avaient tous deux des liens avec Everett Holdings, l'entreprise immobilière qui avait fait faillite. Mais si Denning était un consultant juridique recruté
Tardivement, Westcott avait joué un rôle déterminant pour convaincre la société de poursuivre l'investissement qui avait finalement ruiné plusieurs parties. « Allez, dit Woolton. Denning tenait des registres méticuleux, poursuivit Mlle Marple. Il conservait des copies de lettres, de contrats et de procès-verbaux de l'entreprise. Je pense qu'il se préparait à révéler le rôle du colonel, non par malveillance, mais par sens du devoir moral. Il a dit à plusieurs personnes, de manière subtile, qu'il souhaitait clarifier les choses. Il avait peut-être même l'intention de remettre les dossiers au conseil du village ou à un journal local. « Et le cousin » demanda Woolton. « Allerton ? Une fausse piste, dit Miss Marple, ou peut-être, plus exactement, un imposteur effrayé. William Allerton n'a jamais été le cousin d'Horace Denning. Soit il était engagé par quelqu'un, soit il agissait de son propre chef, espérant s'immiscer dans les affaires de Denning. Peut-être pensait-il y avoir quelque chose à gagner en héritage ou en influence. Mais pourquoi s'enfuir? Parce que Denning avait déjà découvert la supercherie, expliqua Miss Marple. Ils se disputèrent la veille du meurtre. Allerton mentionne dans sa déposition qu'il avait entendu Denning affronter un autre homme. Je crois que cet homme était le colonel Westcott. Denning lui avait dit qu'il ne se tairait pas. Et le colonel, conscient de son démasquage imminent, a agi. Woolton fronça les sourcils. Alors, comment cela a-t-il pu arriver? Miss Marple joignit doucement les mains. Le thé du jardin créa la distraction parfaite. Tout le monde était dehors. Denning sortit brièvement, ostensiblement pour récupérer une lettre. Mais je crois que le colonel Westcott s'est glissé à l'intérieur avant lui, peut-être par l'entrée de service ou sous prétexte de chercher les toilettes. Il attendait sur le palier supérieur, hors de vue. Elle marque une pause. Alors que Denning commençait à monter l'escalier, Westcott frappa. Un seul coup, délibéré. Suffisant pour le tuer sur le coup ou pour le faire retomber. On aurait dit une chute tragique. Et dans le tumulte qui suivit, personne ne remarquait la faible odeur de son eau de Cologne qui flottait dans l'étroit escalier. « Et les dossiers » demanda Woolton. « Ceux que Denning était censé conserver ? Ils ont probablement été emportés sur le champ, sortis de son bureau ou de la poche de son manteau, mais je soupçonne qu'ils ne l'ont pas tous. » Miss Marple ouvrit son carnet et le feuilleta à une page soigneusement annotée. « J'ai parlé à M. Sidney Dorrell, comptable à la retraite. Il avait autrefois géré la comptabilité d'Everett Holdings. Denning l'a contacté récemment pour s'enquérir des livres de compte. Dorrell ne les avait plus, mais il a mentionné que Denning avait demandé où il pouvait mettre quelque chose à l'abri des regards indiscrets. Et il a suggéré le coffret à archives de la sacristie de Non-Désestasé, Sainte Mildred. Fermé à clé. Inutilisé. Caché derrière la tapisserie de l'autel. Rares étaient ceux qui auraient de penser à y jeter un œil. Woolton haussa les sourcils. « Et vous pensez que les papiers manquants sont là ?»« Je le crois, » dit Mlle Marple. « Denning aurait voulu les protéger, mais pas trop hors de portée. » Le sergent se leva. « On y va tout de suite. » 1 heure plus tard, ils arrivèrent à l'église, les portes résonnant faiblement à l'ouverture. De la poussière tourbillonnait dans les rayons de lumière qui traversaient les vitraux, et une odeur de vieux bois et de cire les accueillit comme un souvenir. Derrière l'autel, où la tapisserie rouge et or était suspendue sans être dérangée, Woolton la tira doucement sur le côté. Elle était là, le coffre de la sacristie. Fermé à clé, certes, mais vieux et pas à la hauteur du petit pied de biche du gendarme. À l'intérieur, enveloppé dans du ciré et attaché avec de la ficelle, se trouvaient plusieurs dossiers. Woolton ouvrit celui du dessus et en parcourut le contenu. Procès-verbaux, lettres, cartes. Il y a même un registre. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil délicat. Vous trouverez le nom de Westcott dans les notes. Recommandations, propositions. Peut-être les mêmes notes contre lesquelles Denning l'avait mis en garde. Woolton hocha lentement la tête, puis expira.
C'est suffisant. Cela le rattache au mobile, à l'opportunité, et il jeta un coup d'œil à Miss Marple. « Vous nous avez donné la méthode. » Elle sourit modestement. « Simplement des observations, sergent. Mais des observations dont j'ai pensé que vous pourriez trouver utiles. » Il plie soigneusement les papiers. « Il faudra que je lui parle. Aujourd'hui. »« Je vous suggère de le faire, » répondit Miss Marple. « J'imagine que le colonel commence déjà à pressentir la fin de son illusion. » Alors qu'il sortait, sous le soleil, plus éclatant que toute la semaine, Miss Marple s'arrêta sur les marches de l'église et contempla la place du village. « La justice a quelque chose de très fragile, » dit-elle doucement. « Elle exige de la patience. » Et une main ferme. Woolton se tourna vers elle. « Miss Marple, comment le saviez-vous? » « Vraiment ?» Elle sourit de nouveau, son expression teintée d'une sorte de tristesse. « J'ai vécu dans ce village toute ma vie, » dit-elle. « J'ai vu comment les gens protègent leurs secrets, leur irruption quand le passé est évoqué. J'ai vu 1000 petits mensonges flotter comme des feuilles d'automne. Mais j'ai aussi appris quelque chose de très simple. » Elle le regarda alors. « Quand quelqu'un change d'odeur, c'est généralement pour cacher qui il est. » Sur ce, elle se retourna et redescendit le sentier d'un pas aussi doux et posé que d'habitude, tandis que derrière elle, la vérité prenait enfin forme, à l'encre, dans la voix et dans les conséquences. L'arrestation se déroula dans le plus grand calme. Il n'y eut pas de grand spectacle, pas de bruit de bottes, ni de cris, dans la rue. Juste le léger grincement d'un portail de jardin, le murmure des voix et la lente fermeture d'une porte d'entrée derrière 2 hommes qui savaient qu'ils ne pourraient effacer ce qui avait déjà été fait. Il était un peu plus de 9 heures, un mercredi matin, lorsque le sergent Woolton retourna à St. Mildred's, cette fois accompagné d'un agent du commissariat du comté. Ils marchèrent côte à côte dans Primrose Lane, passant devant la boulangerie, l'épicerie et les haies taillées, récemment plus taillées que d'habitude, comme si le village lui-même s'efforçait de remettre de l'ordre après un meurtre. Le colonel Henry Westcott ouvrit la porte, vêtu d'une chemise repassée et de chaussures cirées. Il ne parut pas surpris. Il ne protesta pas. Au lieu de cela, il se retourna simplement, prit son pardessus sur la patère du couloir et suivit les officiers sur le chemin avec le calme rigide d'un homme habitué à être jugé non pas devant un tribunal, peut-être, mais en toute conscience. De la fenêtre de son salon sur Church Lane, Miss Marple regarda passer le trio. Elle ne se leva pas. Elle remarqua simplement la façon dont Westcott marchait, ni pressé ni hésitant, mais d'un pas posé qui faisait écho à celui d'un soldat répondant à un appel depuis longtemps en retard. Midi bourdonnait d'impatience dans le village. Des murmures fleurissaient le long des allées bordées de haies, tels des crocus après le gel. Le colonel avait été dupé. Les dossiers d'Everett Holdings avaient été retrouvés. Le nom de Mademoiselle Marple, lui aussi, s'insinue dans les conversations, avec une crainte respectueuse et parfois une certaine incrédulité. « Une femme extraordinaire !» murmura Madame Cartwright à Mademoiselle Pierce chez la modiste. « Elle sait tout !» acquiesça Mademoiselle Pierce. « J'ai toujours dit qu'elle aurait fait une brillante détective si elle n'était pas si friande de marmelade et de gants de jardinage. » Au salon de thé Lavender Spoon, Mademoiselle Beale raconta à voix basse comment Mademoiselle Marple avait tout vu venir et flairé la vérité, littéralement. Cette dernière remarque troubla Madame Grantham, qui, l'ayant entendue de seconde main, attribua à tort le crime à une boîte de biscuits empoisonnés. Mais Mademoiselle Marple, comme toujours, se tenait à l'écart du tourbillon des spéculations. Elle passe l'après-midi dans son jardin, à tailler ses rosiers et à enlever les premières fleurs fanées de l'été. Il y avait quelque chose de méditatif dans ce travail, quelque chose de définitif. Ce soir-là, le révérend Leadbetter passa avec des nouvelles. « Il a avoué, vous savez, » dit doucement le pasteur, debout dans son petit salon, son chapeau à la main. Après qu'on lui eut montré les notes du grand livre, il a tout avoué. Miss Marple leva les yeux de son tricot.
Avait-il dit pourquoi? Le révérend Leadbetter hocha lentement la tête. Il dit avoir bâti toute sa seconde vie sur l'oubli de ce qui s'était passé avec Everett Holdings. Quand Denning menaça de tout faire traîner, il paniqua. Il dit qu'il pensait pouvoir le confronter, le raisonner. Mais Denning ne recula pas. Il traita Westcott de lâche. Et puis, Mademoiselle Maple met son tricot de côté. Un acte de violence isolé. Souvent, ce n'est pas la rage qui mène au meurtre, mais l'humiliation. Le pasteur parut surpris. « Vous ne pensez pas que c'était calculé? »« Oh, peut-être, » dit-elle. « Mais d'après mon expérience, ce n'est pas le calcul qui motive la main, c'est la soudaine pointe d'orgueil, surtout chez un homme comme Westcott. » Elle lui offrit du thé, qu'il déclina. Alors qu'il se retournait pour partir, il s'arrêta à la porte. « Jane, » dit-il avec hésitation, « comment l'as-tu su, avant les autres? » Elle sourit faiblement, parce que je savais qui serait le plus menacé par la vérité, et qui ferait tout pour la cacher. Il hocha la tête, lui souhaita une douce bonne nuit et disparut dans le crépuscule. Le lendemain, la paix revint à Saint Mildred, de cette manière particulière et réfléchie dont les villages se débrouillent après les bouleversements. Les cloches de l'église sonnèrent, les boutiques rouvrirent avec leurs vitrines joyeuses, et le cliquetis des tasses de thé reprit dans les cuisines où l'inquiétude s'était récemment installée. Lily-Bell reprit ses fonctions au presbytère, calme mais sereine. Elle reçoit une nouvelle paire de chaussures des Leadbetter et un petit merci personnel de Miss Marple sous la forme d'un médaillon en argent, contenant une violette pressée. On découvrit plus tard que William Allerton avait voyagé jusqu'à Exeter avant de poster sa lettre. Il ne serait pas poursuivi. Se faire passer pour un cousin alors qu'aucun argent n'avait changé de main était un crime, bien que l'avocat chargé des affaires de Denning ait clairement indiqué que le nom d'Allerton n'apparaîtra dans aucun testament, réel ou imaginaire. Et Horace Denning? Ses funérailles furent de modestes, comme il l'aurait sans doute souhaité. Quelques villageois y assistèrent, plus par curiosité que par intimité. Miss Marple était l'une d'elles. Elle déposa un œillet blanc sur le cercueil et murmura quelque chose à voix basse, tandis que la terre était abaissée. Plus tard, lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait dit, elle répondit simplement « Les hommes de bien n'ont pas besoin de crier. Ils laissent leur vérité derrière eux dans des endroits calmes. » Ce soir-là, elle était assise seule dans son salon, la lampe projetant un doux cercle de lumière sur ses genoux, où son tricot était à moitié terminé. Elle n'avait pas besoin de réfléchir à chaque détail de l'affaire. Ce n'était pas son genre, mais elle s'autorisa quelques réflexions. On croyait que le meurtre était l'acte de monstre ou de fou. Ce n'était pas le cas. C'était souvent l'œuvre de gens ordinaires qui se racontaient un petit mensonge, puis un autre, jusqu'à ne plus distinguer le bien du mal. Les tueurs les plus dangereux, d'après son expérience, n'étaient pas les plus bruyants ou les plus cruels, mais ceux qui se persuadent que c'était nécessaire. Le colonel Westcott n'avait pas agi par cupidité ou par haine. Il avait agi par peur, peur d'être exposé, du déshonneur, de devenir un homme sans plus rien à commander. Finalement, cette peur l'avait poussé à tuer le seul homme qui menaçait de révéler la vérité. Et l'escalier, autrefois simple couloir entre les étages, était devenu un lieu où la dignité s'éteignait. Miss Marple baissa la lampe et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la rue était calme. Le clocher se tenait immobile au clair de lune, et le faible bruissement des haies ne murmurait que la paix. Elle ferma doucement les rideaux et se coucha pour la nuit. Dans l'au-delà, il y aurait d'autres secrets, d'autres crimes discrets, d'autres gens qui pensaient pouvoir commettre des actes horribles en toute impunité. Mais ici, à Saint Mildred, où les tasses de thé tintaient et les géraniums fleurissaient, et où la vérité portait parfois des aiguilles à tricoter et une broche,
la justice avait fait son dernier pas silencieux, en bas et autour, au tournant de l'escalier.